Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la saison 4 de l'univers voire en 2100, une série de podcasts pour comprendre le présent et pour imaginer le futur. Dans une fiction spatiale et depuis la planète Mars, j'interrogerai 5 intervenants sur 5 sujets. Écoutez-nous sur toutes les plateformes audio, suivez-nous sur les réseaux sociaux, envoyez-nous un message si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Allez, salut, ciao. Salut Juliette. Bonjour Antoine. Alors pour commencer, avec toi on va parler de vin. Et donc au préalable, il est normal de dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors Juliette, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Juliette Jacques, je suis iséroise, née à Grenoble, donc enfant des montagnes et de cette belle région. Donc moi j'ai vraiment une passion pour les grands espaces, la nature, ça m'a amené à beaucoup voyager lors de mes études et également pour le travail. J'ai une passion particulière pour l'Italie, la Sicile et ses richesses culturelles et surtout culinaires, parce qu'on y mange très très bien avec de très jolis vins. Mais bon voilà, après avoir fait ce petit tour, j'ai décidé de rentrer en Isère, donc chez moi à Charavines, que je considère comme l'un des plus beaux endroits du monde. On a de la chance avec le lac, la montagne et un côté paisible rare et précieux qu'on a dans la région. Donc c'est une vraie douceur de vie. D'accord. Maintenant Juliette, est-ce que tu peux présenter ton activité professionnelle, s'il te plaît ? Oui, alors du coup, moi je suis caviste à Charavines. J'ai repris la cave à vin du village il y a 4 ans. C'est une cave qui existe depuis 1992. Donc on fait de la vente en boutique aux particuliers, de vins, spiritueux, bières. On a également un coin épicerie fine. Épicerie fine avec produits régionaux, également tout ce qui va être produits sucrés et des pâtisseries, pâtisserie italienne, panettone. On a également une partie vente aux professionnels, professionnels des métiers de bouche, pour leurs caves, restaurants, fromageries. Et pour les entreprises, on crée des cadeaux d'affaires sur mesure, en fonction des besoins, pour les fins d'année ou pour d'autres occasions. En plus, on organise donc des dégustations et on crée des événements autour du vin et de la gastronomie en présence des producteurs parfois. Donc, par exemple, soit dans notre cave ou là, on aime bien aussi investir des lieux symboliques du territoire. Super. Alors on va parler de vin, on va aborder différents thèmes, on va essayer de se projeter. Mais dans un premier temps, est-ce que succinctement tu peux nous parler de la chaîne du vin, c'est-à-dire du champ à la table, de la production à la consommation, s'il te plaît. On va avoir 2 univers, on va avoir la vigne et la cave qui sont entièrement liés et on va partir dans la chaîne du vin, comme tu l'appelles, on va partir de la vigne, on va partir de l'hiver. Donc de la partie où il n'y a pas du tout de raisin, les feuilles sont tombées, on a une vigne, on a le tronc, les branches, et on va devoir tailler. Et cette taille va nous permettre de donner sa forme à la vigne et déjà de sélectionner le rendement de l'année suivante qu'on espère avoir, et en lien aussi avec les appellations, les règles, et en fonction de la vigueur et de la force de la plante comme on la considère. Donc là, l'idée, c'est de l'accompagner, cette plante, jusqu'à sa partie production, à partir du moment où on la taille. Donc la taille en hiver. Ensuite, le printemps, on va avoir les bourgeons qui vont sortir et qui vont créer la partie du végétal. Et là, l'idée, c'est de gérer justement ce végétal, de gérer la vigueur, de gérer aussi la santé du végétal et des fruits jusqu'à la production. Donc on va avoir au printemps différents travails. Le travail du sol, pour éviter trop de concurrence avec les adventices, ce qu'on appelait avant les mauvaises herbes. Et on va avoir aussi quelques traitements naturels ou non, ça dépend du modèle du producteur. Ces traitements qui vont permettre de maximiser la qualité des raisins pour avoir une production la plus saine possible le jour des vendanges. Et donc l'été, on a la maturation qui passe par différents stades. Bon, il y a le fruit qui a poussé pendant le printemps. Je n'ai pas expliqué exactement tous les stades de la vigne, mais c'était
très synthétique. On a ensuite à peu près entre août et octobre les vendanges, ça dépend des régions, qui vont être soit manuelles ou à la machine. Et donc là commence le travail en cave. Donc le raisin arrive à la cave et on va avoir différents travails. Donc en fonction, chaque vigneron va définir en fait la méthode de production. Ça fait aussi partie du terroir. Mais on va partir sur un modèle classique. Je vais expliquer le vin rouge, le vin blanc et le vin rosé. Le vin rouge, on va avoir donc le raisin rouge mais à chair blanche qui va arriver principalement. On va avoir un travail donc, qui va être mis en cuve. On va décider si on lui laisse la rafle ou non. Et on va avoir des phases donc, de macération et de fermentation. Donc fermentation alcoolique, il y a la fermentation aussi malolactique. Et c'est là où le sucre va être transformé en alcool. Et là où les acides vont changer. Ce qui va nous donner en fait une boisson alcoolisée plus ou moins acide. Ensuite, donc, on va aussi donc, prendre le marc et le presser pour ne plus avoir de partie solide. Et on va assembler ou non ces deux jus. Et on va avoir donc du coup là, le vin, donc on va dire brut, fermenté. Et ensuite, donc, soit il doit finir, soit les fermentations sont terminées, soit il doit continuer comme ceci. Il peut en fait continuer sans le marc en fermenter. On va dire que là, les fermentations sont faites. Maintenant, la partie élevage. Donc, l'élevage peut se faire ou en cuve, ou également en tonneau, plus ou moins grand. On peut avoir des élevages en bouteille aussi, qui vont continuer en cave. Et c'est au vigneron de choisir quand il veut mettre sur le marché son vin, quand il l'estime prêt. Il y a des domaines qui font le choix. Par exemple, là, j'ai un domaine qui est prêt, qui a choisi de mettre son 2012 à la vente. Mais ça, c'est aujourd'hui très rare, d'avoir des domaines qui prennent le temps d'attendre. C'est aussi une demande du marché. Donc ça, c'est pour les vins rouges. Donc on voit qu'on a eu de la macération et de la fermentation pour que la couleur soit extraite des pépins et des peaux. Au contraire, les blancs, donc les raisins blancs arrivent, soit on a une macération ou non pour donner un peu de couleur, mais très légère, mais on a tout de suite en fait le pressurage. Et on fait fermenter les jus, que ce soit en cuve ou en tonneau directement. Et là, après, le processus d'élevage continue. Et après, il y a différents travaux, ça c'est sûr. Il va y avoir des soutirages pour éclaircir, pour pas qu'il y ait de dépôt, avec ou non avec filtration. Enfin, ça dépend vraiment des modèles, des domaines. Et le rosé, on va avoir deux principales productions. Soit on fait un pressurage direct de raisin rouge comme un blanc, avec fermentation en cuve. Ou sinon, on prend sur un vin rouge le jus à peine teinté et on va faire une saignée de cette cuve. Pour en fait, ça c'est souvent utilisé pour augmenter les couleurs sur des vins rouges et aussi pour produire un rosé. C'est pas le cas des rosés de Provence. Hein. C'est par exemple rosé de Provence, très clair, on va avoir un rosé pressurage direct. Les rosés clairs qu'on aime bien, c'est souvent comme ça. D'accord. Parce qu'instinctivement, on peut se dire que le vin rouge est fait avec des raisins rouges, le vin blanc avec des raisins blancs, et que le rosé est un mix des deux. Donc c'est pas le cas. Juliette, est-ce que tu peux nous parler des cépages, s'il te plaît ? Ok, alors les cépages, c'est comme une variété. Le cépage, donc il y en a différents, on en trouve différents suivant les régions. Ils sont souvent liés aux appellations, au cahier des charges de chaque appellation. Faut savoir que le vignoble français est divisé en différentes zones d'appellation viticole et souvent on va avoir ou un cépage ou plusieurs cépages liés à une appellation. Par exemple, il y a des appellations qu'on trouvera que en rouge ou des appellations qu'on retrouvera que en blanc. Le Condrieu, on le trouve que en blanc par exemple. Le Volnay, on le trouve que en rouge. Et parce qu'il y a des règles. Donc le cépage est une variété qui a été choisie pour son adaptabilité au terroir, au sol, aux conditions climatiques et au travail que l'homme en a fait sur le lieu. Mais c'est lié en fait aux conditions climatiques. Par exemple, on a de la Syrah dans le sud, on en trouve pas ou très peu en Val-de-Loire. Alors tu as commencé à parler un peu de géographie. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour de France ? Alors peut-être après on rentrera un peu plus dans le détail, mais est-ce que tu peux nous donner quelques repères en France ? Ok, on va parler en termes d'appellation avec leurs cépages. On va faire un petit tour de France
Et désolé pour les régions que j'oublierai. Donc l'Alsace, on va commencer au nord-est. Donc, donc on a l'Alsace avec Gewürztraminer, Riesling, Pinot Gris, Muscat, Pinot Blanc et d'autres cépages. La Bourgogne avec principalement Chardonnay, Pinot Noir. La Champagne, on a Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Le Beaujolais avec le Gamay, le Chardonnay. La Savoie avec donc la Mondeuse, la Roussanne, la Jacquère. On a également la Loire avec le Chenin, le Cabernet Franc, le Sauvignon Blanc, un peu de Pinot Noir. On va avoir après d'autres nouvelles régions, on va avoir tout ce qui est Languedoc, les Côtes-du-Rhône. Côtes-du-Rhône avec le Roi Syrah, le Viognier. Eh bien, il y en a. Il y en a partout. Enfin, pas partout. Il y a peut-être des régions, je pense à la Bretagne notamment, mais peut-être on en parlera tout à l'heure quand on essaiera de se projeter. Tu as parlé du Languedoc notamment. Bon, c'est vrai qu'il y a du vin depuis longtemps, mais est-ce que tu peux nous parler de ces régions qui sont en développement aujourd'hui? Alors déjà, aujourd'hui, je trouve qu'il est difficile de trouver un mauvais vin. Aujourd'hui, c'est vrai que toutes les régions, je pense, produisent des bons vins, ce qui était peut-être pas le cas il y a une quarantaine d'années où il y avait vraiment des régions un peu décriées. Mais c'est vrai que pour moi, toutes les régions ont leur point fort aujourd'hui et on voit un réel développement surtout sur ce qui est la Savoie. La Savoie a un fort développement, le Jura, des petites régions viticoles qui étaient des grandes régions viticoles avant, l'Auvergne, c'était une des plus grandes régions viticoles de France et qui est en plein développement, comme l'Isère. Aussi, l'Isère était très grande d'un point de vue vigne et on a plein de petits vignerons qui se développent et qui font des vins super chouettes. Des régions aussi comme tu disais, le Languedoc, le Sud-Ouest. Et aussi, vu qu'on a les grandes appellations, certains côtés des appellations deviennent inaccessibles. On a un intérêt qui commence à se faire sur des appellations moins connues, sur des régions un peu moins connues, qui ont des budgets plus accessibles aussi pour les clients. Donc ça, c'est autant un intérêt d'un point de vue des professionnels, je pense, nous, cavistes et restaurateurs, que des particuliers, que du consommateur. D'accord. Alors, comme on peut l'imaginer et on le sait aussi, est-ce que on va prendre un peu de hauteur? Est-ce que tu peux nous parler de la place de la France dans le monde? Je sais pas, en termes de production, en termes de consommation. On est encore très bien placé, autant que ce soit pour la production que la consommation. On est le deuxième pays en termes de surface de production derrière l'Espagne et devant la Chine. La Chine arrive petit à petit, on n'en parle pas trop, mais on est le deuxième pays aussi producteur en termes d'hectolitres. Je n'ai pas les chiffres exacts parce que ce serait compliqué de se rendre compte, mais le deuxième pays producteur derrière l'Italie. L'Italie a moins de surface mais produit plus. Voilà. On est aussi le deuxième pays consommateur derrière les USA. Donc en fait on est deuxième là. D'accord. Et moi je pensais qu'on était premier. On est deuxième. Très bien. Alors on va parler de pas mal de choses. Alors comme on avait fait avec Pascal Clavel notamment sur la consommation de viande, on va essayer de savoir un peu en consommation, l'évolution de la consommation de vin. On va parler aussi des labels, on va parler de l'importance du sol. Et aussi, on va parler un peu de cuisine et ensuite se projeter. Alors, Juliette, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution de la consommation de vin en France? Oui, alors en 1960, on était à 127 litres par an et par habitant. Et aujourd'hui, on est sur une consommation qui est quasi divisée par 3, car on est à 47 litres par an et par personne, de vin uniquement. Principalement, en France, le vin est consommé à domicile. Il est acheté pour être consommé chez soi et on a 90% qui est acheté en grande surface. Plus le vin rouge, 43%, et après, plus secondairement, c'est le rosé et après le blanc. Donc le blanc est moins consommé que le rosé. Et même si on a une légère augmentation de la consommation de vin blanc ces dernières années. Alors on aurait pu penser que le vin blanc était devant le rosé. Ben, c'est pas le cas. Alors avec Pascal Clavel, on avait regardé, notamment sur la consommation de viande, on s'est rendu compte que la volaille avait explosé en termes de consommation et de production depuis les années 70. Et je pense à la bière. Alors est-ce que la bière, ça serait pas la volaille du vin? C'est-à-dire que
Est-ce que la bière, petit à petit, ne va pas remplacer le vin en termes de consommation, comme la volaille l'a fait sur la viande rouge? Oui, alors l'arrivée de la bière, on a de plus en plus de petites brasseries artisanales, régionales, locales, et on observe une augmentation de la consommation de la bière. Alors que ce soit sur ces produits-là, mais également en grande surface sur de la bière classique, en fait. Mais moi, je vois qu'on a un vrai intérêt. La bière remplace le vin, en fait. Ce que les alcools forts ne feront pas. C'est deux consommations différentes. On va dire que le public jeune va aller sur de la bière, même si on a quand même plus une question d'apéro sur la bière. On mange encore rarement avec de la bière, on garderait le vin. On va pouvoir aborder par la suite différents sujets. Là, je pense qu'on peut parler de la production en tant que telle, et notamment des labels, et ensuite on parlera de l'importance des sols. Les labels, alors sur les étiquettes, on ne comprend pas toujours, enfin moi pour ma part je ne comprends pas toujours, il y a différents types de labels. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît Juliette? Alors, il y a différents labels, différentes classifications. Déjà, comment sont classés les vins? On est classé en appellation. Donc, c'est des AOC qui vont régir tout avec un cahier des charges. Chaque région, chaque appellation va avoir des règles à suivre en termes de cépage, en termes de degré d'alcool, en termes de goût aussi. Donc, il y a des comités de dégustation, il y a des contrôles qui vont justement attester de la qualité d'un vin qui respecte en fait ces cahiers des charges et les régions de production. Ça, c'est pour ce qui est des appellations. Donc il y a des AOC, des IGP. Et après, on a des labels en plus qui s'ajoutent à ça, qui vont être les labels ou agriculture biologique, agriculture biodynamique. On peut avoir aussi des labels nature et aussi haute valeur environnementale. Donc là, c'est des labels à chaque fois, plus sur des problématiques et des considérations environnementales, avec des règles justement en termes de gestion du vignoble, gestion de la vinification, avec plus ou moins de produits chimiques, ou même pas du tout. Tu as parlé de produits chimiques, on va parler de l'importance des sols, parce que je pense que c'est ça aussi qui fait la richesse de la France, et aussi des vins, par conséquent. Est-ce que tu peux nous en parler de cette importance du sol? Oui, le sol, c'est le vin, hein, c'est, on va dire, le facteur numéro 1. C'est ce qui est fixe, qui n'est pas comme la météo qui va changer. Le sol avec le climat font le terroir. Donc les sols, c'est en fonction de la géologie, ça dépend donc de milliers d'années en arrière. On va avoir aussi les formations plus ou moins montagneuses, ça dépend du relief. Donc il y a deux facteurs dans le sol, je pense. On va y avoir la structure du sol, on va dire les différents éléments du sol, si c'est plutôt des argiles, des calcaires, des limons, plutôt la granulométrie, si c'est plutôt du calcaire très, très dur, si on est plus sur des argiles un peu plus friables. Donc ça c'est vraiment la structure, comment il est composé, et on a vraiment par exemple soit en Alsace, soit en Bourgogne, des études qui ont été faites et une précision de carte incroyable en fonction des différents grands crus, par exemple. Et on peut suivre en fait les grands crus avec justement ces cartes des structures des sols, c'est assez incroyable aussi. Le deuxième élément du sol, ce qui est super important, c'est la vie du sol en fait. Ça va être les micro-organismes, la vie du sol. Si on a un sol vivant ou un sol complètement mort, un sol mort qui peut être lié à différents facteurs, hein, le surtravail mécanique, le surtravail chimique, quand on met trop de désherbants, trop de fertilisants uniquement minéraux. En fait, l'idée c'est de plutôt amener de la matière organique et faire travailler le sol pour avoir justement ensuite le sol qui va créer, qui va décomposer, et en décomposant la matière organique, ces micro-organismes vont créer du coup tout ce qui est minéral et apporter les minéraux, créer la vie en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de vie et pas uniquement de donner à manger tout prêt mâché en fait. Alors oui, justement, en plus du process de production, on se rend compte que c'est très long. C'est très long, la terre, le travail de la terre, c'est vrai que c'est très long, très 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 long. Alors, à savoir, qu'est-ce que représente le vin pour toi, Juliette? C'est vraiment ce qui va sublimer un repas,
une expérience, un voyage. C'est un peu la cerise sur le gâteau en fait. Pour moi, on voyage et pour moi, le vin, c'est vraiment un voyage en soi. On ouvre une bouteille de vin, on connaît c'est souvent un vin qu'on a, pour ce qui me concerne, un vin où j'ai rencontré les producteurs dans un lieu qui n'est pas chez moi, qui est donc, même si c'est à 2 pas en Savoie, ce sera un voyage en soi. Je suis allée à la rencontre du producteur et ouvrir une bouteille de vin, c'est ouvrir un peu justement de cette Savoie, des personnes que j'ai rencontrées et repartager ce moment convivial avec les personnes avec qui j'ouvre cette bouteille. Donc on est sur un voyage qui continue en fait. Oui, c'est certain. En plus, quand tu connais le producteur, c'est vrai que c'est encore mieux. Alors, tu as commencé à en parler, tu as parlé de cuisine. Alors, allons-y. Euh, Indissociable, le vin et le plat, la cuisine et le vin. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner ton plat préféré et le vin qui l'accompagne? Clairement, moi cette année, mon plat préféré, c'est une parmigiana. C'est un plat italien d'aubergines grillées frites avec sauce tomate et un peu de fromage. Euh, c'est super bon, avec un vin rouge de l'Etna. Ça apporte de la finesse, ça apporte aussi un peu de chaleur du volcan, de l'Etna. Mais voilà, on est sur cet accord-là qui me fait encore un peu voyager aujourd'hui. Ça a l'air bon. Hein. Alors, toujours dans la continuité, on va se faire encore un peu mal. Est-ce que tu peux nous donner donc 5 plats avec des accords vin dans cette période automnale, s'il te plaît? Le premier, poulet vin jaune. Là, un immanquable avec un vin blanc du Jura oxydatif. Donc là, avec des petites noix, ce sera délicieux. Ensuite, allez, la raclette avec un petit Côte du Rhône blanc ou un Juliena Beaujolais rouge, du coup. Pour le côté végétarien, une courge farcie au fromage et aux noix. Et là, on peut partir sur un vin justement bien rond, un blanc d'Isère, une verdesse. On a une belle rondeur en bouche, mais on reste sur un blanc sec. Ou le plat familial, bœuf bourguignon avec le mercuret, donc accord régional. Ou avec un peu plus de chaleur si vous souhaitez, avec un vaqueras. Et pour finir, le gratin de ravioles, poisson ou viande comme vous souhaitez. Et avec un vin de Loire, Mentou Salon, du coup rouge ou blanc, si vous souhaitez poisson ou viande. Bon, là, l'important pour moi, c'était le gratin de ravioles. Bon, bah merci Juliette. Voilà, on va passer directement en cuisine. On arrête. Non, mais c'est vrai que ça donne super faim. Alors, avant de se projeter dans le futur, on va juste débunker une bonne fois pour toutes le fameux plateau de fromage. Vin rouge ou vin blanc? Le plateau de fromage, 80 ou 90%, on part sur du vin blanc. Les poisses, c'est fromage super fort, blanc. Saint-Marcelin, blanc. Saint-Félicien, blanc. Un petit rouge, allez sur le Saint-Félicien, Saint-Marcelin. Mais le bleu, on prend même sur du vin sucré. Voilà. Enfin, on a des multitudes d'accords et on peut se faire vraiment plaisir, mais plus sur du blanc. Ok. Donc là, on va quitter la table pour se projeter. Et notamment en 2100, on va essayer de se projeter, en tout cas dans les prochaines décennies. Alors sur des questions qui sont un peu plus délicates, notamment qui touchent un peu le dérèglement climatique. Donc en quoi le dérèglement climatique va peut-être altérer la production et même le vin en France, tout en sachant et en prenant en compte le manque d'eau dans certaines régions, la sécheresse des sols, la hausse des températures et les gelées de printemps. En quoi le dérèglement climatique, on va pouvoir détailler peut-être, va altérer sur la nature du vin, la nature des sols aussi, mais aussi sur la production globale en France? Alors, les générations précédentes de vignerons, elles connaissaient que quelques aléas climatiques dans leur carrière. C'était anecdotique. On savait qu'on avait les bonnes années, on épargnait, on mettait de côté, en prévision des mauvaises années où il y aurait des gelées, où on aurait des grêles, des épisodes de sécheresse ou autre.
Aujourd'hui, on voit que c'est justement avec les dérèglements climatiques, on a une multiplication de tous ces épisodes, tous ces aléas. Donc beaucoup plus d'épisodes de grêle, les gelées de printemps quasi tous les ans, et il y a certaines régions qui en souffrent énormément. On va avoir des gelées presque tous les ans au printemps. Donc là, l'idée, c'est pour les vignerons et vigneronnes, c'est de s'adapter. Donc autant d'un point de vue de la production que de développer des outils techniques en fait. Donc pour lutter contre les aléas. Donc on voit dans certains pays, hein, par exemple en Australie, où j'avais voyagé, contre la grêle, on va mettre des filets anti-grêle. En France, ça se développe petit à petit, donc c'est des filets qui se mettent sur les arbres pour éviter les impacts. En France, c'est pas encore trop d'actualité, ça, c'est en train de se développer, il y a encore de la recherche, mais il y a des outils techniques comme cela, ou pour les gelées, on voit qu'il y a des mobilisations vigneronnes qui travaillent ensemble ou pour leur domaine uniquement mettre des bougies, des appellations qui vont faire de l'aspersion aussi, comme dans le Chablisien, on met de l'eau en fait pour éviter les gelées. Et pour lutter contre le réchauffement, sécheresse des sols, on essaye de favoriser les couverts végétaux, de redonner un peu de vie. Hein, le sol agricole de terre, c'est ultra chaud en fait. Il faut toujours favoriser aussi les arbres, l'agroforesterie. C'est de remettre en fait justement plus d'arbres. C'est un peu comme les mêmes. C'est des problématiques qu'on va parler aussi dans les communes, dans les villes. On le retrouve à plus grande échelle et à plus grande importance aussi dans les cultures. Après, concernant le manque d'eau, donc là c'est plus dans le sud de la France, et on voit il y a des appellations qui commencent à donner des autorisations sur l'irrigation des vignobles, ce qui est déjà beaucoup le cas en Italie par exemple. D'autres appellations n'ont pas du tout le droit. Hein. Donc on est en train de regarder justement pour l'irrigation, mais l'irrigation c'est prendre dans les nappes. Donc après voir où est-ce qu'on prend l'eau pour cette irrigation. Donc après c'est des problématiques d'appellation, de village. C'est des politiques un peu plus globales. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses encore à travailler techniquement, mais c'est vrai que ça ne va pas être facile. Et on parlait de gestion d'eau avec Freddy Ray il y a quelques temps. Et tout ça est un peu entremêlé, et c'est certain que c'est des problématiques qui sont importantes et stratégiques pour la France et pour la consommation de vin. On va parler petit à petit du vin du futur. Alors, tous ces phénomènes vont avoir un impact sur le vin en lui-même. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors déjà, la sécheresse et puis le réchauffement climatique, on va déjà avoir un effet qui se voit déjà aujourd'hui sur le vin, sur les caractéristiques des vins, sur le degré, le pourcentage d'alcool. Avant, c'était possible d'avoir des bourgognes à 11 degrés. Aujourd'hui, on est entre 12 et 14, mais on n'est pas du tout étonné d'avoir du 13,5, ce qui est assez élevé. Donc on a déjà une production qui augmente en termes d'alcool. Il y a des vignerons qui dénoncent d'ailleurs qu'ils ne peuvent plus rester dans les appellations, dans leur cahier des charges, et qui sont passés en vin de France parce qu'ils n'ont pas envie de désalcooliser. On voit qu'il y a de la recherche sur la désalcoolisation d'alcool qui se met en place pour garder un produit, on va dire, à bateau d'alcool et aux caractéristiques comme on les connaît. On voit qu'il y a des régions qui s'ouvrent à planter d'autres cépages, des cépages plus méridionaux, un peu plus au nord. Ah oui, donc de manière sous-jacente, ce qu'on comprend, c'est le dérèglement climatique, donc il est progressif. Donc ça amène à un dérèglement de la production viticole, et notamment dans le futur. Donc il y a des techniques dont tu as parlé, qui contrebalancent ces facteurs naturels, qui bouleversent un peu toute cette production-là. Mais on peut se poser aussi la question des sols, parce que tu en as parlé, mais la nature des sols, et notamment on a parlé des cépages aussi, qui vont être modifiés, qui sont modifiés et qui peuvent être implantés au nord. Donc en fait c'est un dérèglement plus général, à savoir est-ce qu'il y aura toujours des appellations plus tard dans le futur,
Et donc ça engendre un vrai dérèglement, j'allais dire administratif, commercial et autres, tout en sachant qu'on a parlé tout à l'heure que le vin était un atout stratégique pour la France, à l'échelle mondiale. Bon, enfin en tout cas il y a des gens qui se battent à faire des choses qui sont des vins de qualité et tout ça, et toujours, et on l'imagine. Euh, Juliette, est-ce que, pour finir, est-ce que tu peux nous parler, donc on va parler produits finis, du vin en bouteille, à table. Selon toi, quel sera le vin du futur? Ou en tout cas, quel serait, selon toi, le vin du futur? Alors, pour moi, le vin du futur, déjà, vu qu'on est déjà sur une augmentation de la qualité, comme je disais tout à l'heure, je trouve qu'on n'a pas de mauvais vin, à part pas de mauvaise région. Pour moi, c'est un bon vin. C'est un vin maîtrisé, c'est un vin qui s'adapte avec toujours un effet millésime, comme on a aujourd'hui. Un vin qui est le fruit du terroir et du millésime, et aussi avec un style qui change. On a des nouveaux modèles aussi. Je pense que c'est un vin moderne, dans le sens. On sort un peu du modèle. On a le modèle du vigneron, du modèle familial, le modèle de père en fils, de père en fille, de mère en fille. Mais on peut avoir aussi des nouveaux modèles de coopération entre vignerons, un peu plus ouverts. Espérons, ça c'est un idéal. Et avec des nouvelles régions viticoles, des nouvelles règles, des nouveaux cépages, pourquoi pas des nouveaux produits. On voit là déjà 2100, ça nous... c'est dans un petit moment, hein, mais déjà on a des nouveaux styles de vin. Là, en 10 ans, on a eu le vin orange qui a pris un boom incroyable, des nouveaux pétillants. Là, on a plus de pétnat, alors c'est plus anecdotique, mais voilà, le marché est en constante évolution et c'est ça qui est chouette aussi. Moi, je pense qu'on aura une désalcoolisation justement de certains vins, c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, et les recherches sont en train d'être faites pour garder un niveau de consommation. Ou d'autres vignerons qui vont assumer complètement de dire moi, mon vin, il a 14,5, 15, et ça, c'est le vin du futur, c'est un vin chaud, avec une belle puissance, voilà, on aura sûrement, je pense, ces deux domaines, ou vouloir maîtriser, ou laisser faire, ou une adaptation, les migrations aussi, comme on les voit. Merci Juliette. Je veux juste rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. En clair, que voilà, le vin ça s'apprécie et que voilà, il faut parfois le boire avec modération et avec des amis à table, c'est encore mieux. Donc voilà. Merci beaucoup Juliette. À très bientôt, merci encore. Salut. À bientôt. Salut.